Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Marie et merci de nous recevoir de chez toi. On est heureux de t'accueillir. Pourquoi? Parce que on a eu un coup de cœur sur la marque que tu as créée il y a déjà quelques années qui s'appelle Minuit sur Terre et qui est une marque bordelaise qui transforme les déchets en chaussures, sacs, ceintures et autres accessoires de mode, aussi bien pour hommes que pour femmes. Du coup, on a été interloqué par la démarche, hein. Comment est-ce qu'on peut transformer des déchets en accessoires de mode? On a voulu en savoir plus et on voulait justement discuter de tout ça avec toi pour que tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne, comment tu as créé la marque, pour qui, pourquoi. Et du coup, ma première question est de savoir surtout qui tu es toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel ou professionnel à créer une marque éthique, éco-responsable et surtout avec un système de production et de création bien particulier puisque vous utilisez des déchets pour créer des accessoires de mode et notamment des chaussures, des sneakers et autres. Bah alors du coup, moi j'ai lancé ma marque il y a 4 ans maintenant. J'étais à ce moment-là étudiante encore. Et il y a deux choses qui m'ont poussée à le faire. Bah, la première, c'est que je suis végane depuis très longtemps. Ça doit faire 7 ou 8 ans maintenant. Et en fait, quand est venu le moment de remplacer mes chaussures en cuir, j'ai cherché des alternatives qui soient à la fois sans produits d'origine animale, éco-responsables et avec un design un peu sympa et impossible de trouver. Franchement, j'ai passé des heures et des heures à écumer les sites. Donc j'ai un peu fait ma revue de concurrence à ce moment-là. Voilà, donc je me suis dit, mais c'est dommage parce que le design, c'est pas ce qui me paraît le plus compliqué à moi. Donc j'avais cette idée dans le coin de ma tête et je me suis dit, bon, peut-être que je vais finir mes études, travailler 2 3 ans dans la chaussure et je le ferai après, comme ça je serai un peu formée. C'était mon plan de base. Et après, ce qui a fait que je l'ai fait tout de suite et que j'ai pas attendu, c'est deux choses. La première, c'est que je suis rentrée du coup en dernière année à l'IAE de Bordeaux parce que j'ai fait un double diplôme avec Sciences Po. Et la dernière année se passait à l'IAE. Et je me suis rendu compte là qu'il y avait un incubateur pour les étudiants et un statut étudiant-entrepreneur qui permettait de convertir le stage de fin d'études en création de projet. Je me suis dit, non mais ça c'est trop bien en fait, plutôt que de faire encore un stage, je peux passer ces 6 mois à travailler sur mon projet. Financièrement, vu comment on est payé en stage, bon, j'aurais pas perdu grand-chose. Et dans tous les cas, même si ça marche pas, j'aurais appris plein de choses. Et ce qui m'a poussée aussi à le faire maintenant, c'est que je venais d'adopter un chien. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, comme ça, je peux garder mon chien avec moi plutôt que de le laisser toute la journée quand je vais travailler. C'est la Donc voilà. mascotte aujourd'hui, j'ai vu que il était au Ouais. cœur vraiment du projet, Ah, du site internet, des réseaux sociaux. Cannelle, On c'est une parlera peut-être star. après, mais On m'a déjà arrêté dans la rue en disant, ah, c'est Cannelle. Alors bon, moi, personne ne me connaît, mais en tout cas, les gens connaissent bien Cannelle maintenant. Et en fait, ouais, j'avais pas l'intention de l'ériger en mascotte au début sur les réseaux sociaux, mais je partageais mon quotidien et souvent, comme elle était toujours dans mes pattes, il se pouvait qu'il y avait des photos de Cannelle et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre vrai engouement pour Cannelle. Donc voilà, donc c'est devenu notre mascotte. Et donc je vais repartir sur le projet parce que c'est pas donc une ouais, idée. à la base, t'as pas forcément d'expérience dans la chaussure, ni dans le recyclage de déchets, peut-être dans ta famille, ou c'est vraiment un projet qui t'est venu comme ça, hein, par envie et surtout par besoin de trouver des chaussures véganes? Alors, on a toujours été un peu écolo dans la famille, donc je dirais que j'étais déjà sensibilisée à toutes les problématiques. Un peu moins dans l'habillement. C'est vrai qu'il y a 4 ans, on ne parlait pas trop encore. C'est venu un peu après, enfin, pour la plupart des marques, mais du coup, quand je me suis penchée sur la question, je me suis rendu compte à quel point, en fait, les alternatives qu'on avait étaient pas terribles, quoi. C'est vraiment en travaillant dessus que je me suis dit, mais tiens, c'est dommage, enfin, il y a vraiment moyen de faire mieux. Et c'est vrai que c'est devenu tendance maintenant et on a de plus en plus de choix pour les matières. Parce qu'il y a 4 ans, le cuir de raisin, le cuir de pomme, etc., ça n'existait pas encore, c'était au stade de développement. Et alors, les sociétés existaient déjà parce que moi, j'avais essayé de les contacter. Je leur avais dit, ah, trop bien, je veux votre matière et tout, ça a l'air hyper bien. Et ils me disent, ah, mais non, mais on est encore au stade de développement, il faut attendre. Donc voilà, donc on a dû attendre un petit peu avant de pouvoir utiliser ça. La première matière qu'on a eue dès le début, qui était déjà prête, c'est tout ce qui est doublure et semelle intérieure qui est à base de viscose de céréales.
Donc ça, c'était intéressant. Pour l'extérieur, au début, on avait des matières synthétiques qu'on a remplacées dès qu'on a pu par la pomme, le raisin. On a une matière en bouteille plastique recyclée aussi maintenant qui ressemble à du daim. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est bien de voir que le secteur est porteur et que tous les maillons de la chaîne, que ce soit nos fournisseurs, nos fabricants, évoluent avec nous dans le bon sens et proposent de plus en plus d'alternatives. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant et du coup, quand tu as, souhaité, créer c'était quoi le premier produit que tu as créé? C'était une basket? On avait en fait, je voulais faire de base, mon idée, c'était pas de faire une marque, genre tendance de basket, par exemple, comme ça se fait beaucoup maintenant. C'était vraiment d'avoir une marque, de mode, heu, pour femmes au début, parce qu'on faisait que pour femmes, la 1re collection. Donc on avait une collection complète, il y avait 3 paires de bottines, ou 4, non 3 paires de bottines, il y avait une paire de baskets en 2 couleurs, une paire d'escarpins et une paire de babies. L'idée, c'était d'avoir une gamme un peu complète dès le début. Bon, maintenant on fait bien plus que ça en termes de produits, mais donc on avait 10 produits, donc ça compte les couleurs, hein, donc il y avait 6 modèles avec les couleurs, ça faisait 10. 10 produits qu'on a lancés en crowdfunding en mars 2017. On a fait 40 000 €, presque 40 000 € en crowdfunding, donc pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Surtout que le sujet, mode vegan éco-responsable, c'était vraiment assez balbutiement. Et ça m'a permis de me lancer en fait, parce que par derrière, j'ai pu avoir un emprunt à la banque. J'avais fait un prêt étudiant pour les premières dépenses parce que moi j'avais pas du tout d'argent de côté, donc voilà, ça plus le crowdfunding, plus l'emprunt à la banque et maintenant on roule comme ça depuis 2017. Voilà, moi j'ai pas de volonté de faire, des levées de fonds par exemple ou ce genre de choses, on grandit, suffisamment, de manière organique sans rajouter quelqu'un qui pourrait, enfin je veux dire qui du coup aurait son mot à dire et qui pourrait très bien nous dire: «Non mais là il faut faire plus de chiffres, ouais votre truc en raisin ça nous saoule, ça coûte trop cher». Enfin voilà, c'est pas du tout l'objectif d'avoir quelqu'un Ouais. qui puisse avoir son après il y a beaucoup d'investisseurs maintenant qui sont plus, sensibilisés à ces démarches-là et qui seraient vraiment un support, mais enfin voilà, moi j'ai envie d'être seule maître de mes décisions et pas avoir de quelqu'un qui peut m'influencer, derrière. Ouais, bien sûr, ouais. Alors une question, fondamentale, c'est comment est-ce qu'on fait du cuir avec des déchets? Des déchets de Alors raisin, de fruits, ça paraît, science-fiction quoi, mais comment ça marche, exactement? Alors c'est un peu le même processus pour, la pomme et le raisin, enfin ça se ressemble beaucoup. Bon, bah, la première étape, c'est de récupérer les déchets. Pour le raisin, par exemple, une fois que le raisin est broyé, il reste tout le marc de raisin, qui est séché. Donc c'est quelque chose qui est pas utilisé ou alors des fois ils le donnent aux animaux pour engraisser la terre, mais en tout cas c'est quelque chose qui est pas vraiment valorisé. Donc c'est une usine en Italie qui fait ça. Elle récupère ce déchet viticole ou vinicole, je sais même pas comment on dit, ce déchet du vin. Et ensuite elle le broie, donc ça fait vraiment une poudre très fine. C'est mélangé avec, des huiles végétales, donc notamment de l'huile de colza après. Et ça fait là une espèce de pâte. Quand on regarde les images, moi ça me fait penser à de la crème anglaise. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu de crème anglaise, mais en tout cas c'est liquide, c'est beige. Ils peuvent rajouter, des teintures dedans, donc pour donner la couleur, de la matière. Et D'accord. après ça fait des grands rouleaux de matière. Donc ça fait comme un c'est bon voilà, c'est très lisse et ensuite ils peuvent passer dans d'autres machines qui peuvent mettre un embossage particulier, donc par exemple qui peut ressembler à du cuir lisse ou à du cuir grainé. Parce que si c'est 100 % lisse, on dirait limite une feuille de papier, donc ça ressemble pas trop à du cuir et ils peuvent ensuite mettre un embossage, particulier. Voilà, mais après, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé développer en France, mais évidemment les matières sont brevetées, donc on peut pas faire pareil ici. Et voilà, il reste, assez secret, je pense, enfin, on a des images, hein, du processus de fabrication, ils nous expliquent, mais exactement, les pourcentages de quoi, comment on fait, dans quel sens, je pense qu'ils gardent leurs recettes secrètes pour pas se faire, D'accord. piquer l'idée. Donc tu nous dis que c'est une technique finalement, 100 italienne qu'on trouve pas ailleurs? Bah, en fait, alors en l'occurrence, la pomme, c'est une entreprise italienne, le raisin, c'est une autre entreprise italienne, D'accord. la céréale, c'est aussi une autre entreprise italienne et c'est vrai qu'en France, il y en a pas. Il y a d'autres cuirs de fruits, je sais qu'il y a le Piñatex qui est espagnol. Il y a aussi du cuir de cactus aussi qui se développe, mais là, c'est mexicain, donc pour Ouais, nous, ça ouais. faisait très loin de l'importer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du cuir de champignon aussi qui se développe, qui est pas encore commercialisé, mais ça viendra peut-être. Donc c'est vraiment en grande croissance ce marché-là et c'est vrai qu'en général, c'est des matières qui sont brevetées, donc on n'a pas moyen de les développer en France, à moins qu'ils ouvrent une filiale dans le sud-ouest, hein. C'est vrai qu'à côté de Bordeaux, il y aurait de quoi faire avec le raisin. Ah ouais, il y a toute la matière première.
Ouais, Il y a pas mal de pommes aussi, Dordogne, tout ça, ouais, il y a pas mal de pommes c'est aussi, assez riche, ouais, ouais. mais non, mais moi, je vais développer un truc avec des marrons, parce que les marrons, ça sert à rien, à part pourrir mon jardin l'automne. Donc du coup, je me dis, si jamais on fait quelque chose, ça serait intéressant de trouver un autre fruit ou Ouais, des glands ou des marrons, ouais, carrément. ouais, C'est une bonne voilà. idée. Alors, quelle est la caractéristique de ce cuir? Est-ce que finalement, ça a les mêmes caractéristiques qu'un cuir animal? Ou est-ce que ça a des choses en plus ou pas forcément? En termes de résistance, de confort, d'oxygénation, pour les odeurs, je veux dire, ce genre de choses? Alors, Quelles sont les caractéristiques? Ouais. ça dépend vraiment, parce que le cuir, il y a du cuir d'excellente qualité qui va être utilisé par exemple par les marques de luxe, et il y a du cuir vraiment tout pourri que les marques vont mettre dans leurs chaussures en disant ah, semelle en cuir, donc bah, c'est de la qualité. Donc le cuir, c'est assez variable, la qualité. Là, le cuir de raisin, nous, on fait des tests pendant longtemps avant de le sortir parce qu'on veut que ça tienne justement. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est par rapport à du cuir utilisé pour un sac Hermès, on n'en est pas là, hein. Mais en même temps, on vend pas nos sacs 3 000 €, donc il y a un moment, ça se justifie aussi. Mais en tout cas, on n'a pas de problème de résistance. Le gros avantage par rapport au cuir, c'est l'entretien. Comme c'est une matière qui est pas vivante, il n'y a pas besoin de la nourrir, il n'y a pas besoin de l'imperméabiliser parce qu'elle est naturellement imperméable. Donc ça, c'est vraiment deux gros avantages. Le confort, il y a plus ou moins, enfin, ils ont des catalogues avec plusieurs matières. Il y a des matières plus ou moins souples, donc à voir ce qu'on veut choisir. Si on veut une chaussure plus souple qui sera plus confortable, ben, on s'oriente vers un truc plus souple. Et pour le côté oxygénation, la matière qui est à l'intérieur des chaussures, c'est une matière qui est conçue spécialement pour la doublure de chaussures, donc elle est antibactérienne, antitranspirante, donc pas plus de transpiration que le cuir. Bon, après, si vous mettez vos bottines par 30 degrés, évidemment, vous ne répond plus de rien, mais voilà. Ok, bon, c'est top. Alors du coup, toute cette matière première qui est récupérée d'Italie, derrière, elle est envoyée au Portugal, c'est ça? Où tu fabriques bah, tes chaussures et tes différents accessoires? Oui. C'est ça, donc ça arrive au Portugal. Là, on a 5 usines en tout, parce qu'on en a une qui fait les baskets, une qui fait les chaussures hommes, une qui fait les chaussures femmes, une qui fait les sacs et une qui fait les pulls. Forcément, ils ont tous des spécialités différentes, mais on a fait hyper attention à toutes les prendre dans un rayon de 50 km. Comme ça, c'est vraiment tout autour de Porto. Et moi, quand j'y vais, ça me permet de faire tiers groupé, je les visite tous. Donc d'un point de vue écologique, c'est pas mal, ça m'évite d'aller partout en Europe. Et pareil, quand on a du rapatriement de marchandises à faire, notre entrepôt, il est à Blanquefort, donc c'est juste au nord de Bordeaux. Bah, c'est plus simple, le camion, il va chercher les pulls, les sacs, les chaussures, et pouf, il remonte à l'entrepôt. Ça évite d'avoir un camion qui part d'Italie, un camion qui part d'Espagne. Donc voilà, donc c'était plus pertinent de couper. Au début, j'ai choisi le Portugal parce qu'ils sont quand même, enfin, même sans m'être intéressée au domaine de la chaussure, je savais qu'au Portugal, ils étaient forts pour faire des chaussures. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui font fabriquer de marques pas haut de gamme, mais plutôt moyen haut de gamme. Donc, des marques qui vont vendre par exemple des paires de bottines autour de 150, 180 € en général, c'est fait au Portugal parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Et ce qui est aussi hyper pratique, c'est que là-bas, il y a vraiment tout tourne autour de la chaussure. Donc, il va y avoir l'usine de chaussures, certes, mais il va y avoir aussi l'usine qui fait les lacets, l'usine qui fait les semelles, l'usine qui fait les talons, l'usine qui fait les boîtes. Tout est vraiment concentré et ça évite d'avoir des choses qui partent de partout dans le monde et qui se retrouvent à un endroit. Au moins là, tout est vraiment fait pour la chaussure, donc c'est assez pratique. Ouais, j'ai discuté avec une jeune entreprise française aussi, Ubac, je sais pas si ça te parle, qui fait des chaussures en laine recyclée. C'est de la laine française recyclée. Et effectivement, c'est pareil. Bah, je pense qu'ils fabriquent dans la même région, autour de Porto. Et on discutait effectivement des qualités artisanales au niveau de la chaussure, notamment au Portugal. Et c'est vrai que rapport qualité-prix, on a affaire à des experts hein, finalement, qu'on peut trouver en France, mais pas pour le même prix, malheureusement. Il y a beaucoup Peut-être que de tu as essayé de sourcer toi en France aussi? J'ai essayé au début, mais il y a 4 ans, quand je leur disais que c'était pas du cuir, ils voulaient même pas. Donc je me suis fait refuser par une usine comme ça. Et ensuite, bon, j'ai continué à chercher. Et le problème, c'est que pour avoir un produit made in France qui soit de qualité similaire au Portugal, enfin, ça double quasiment le prix d'achat par deux. D'accord. Enfin, pour nous, hein. Donc ça veut dire, on va peut-être pas doubler pour le consommateur, mais ça fait au moins une augmentation de 50%. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde qui est prêt à payer plus pour du made in France.
malgré ce que les gens disent, hein, parce que quand on va faire un sondage, on en a fait un récemment, hein. Est-ce que vous êtes prêt à payer, imaginons, 30% en plus pour un produit strictement identique mais fait en France? Déjà, il n'y avait que 20% qui répondaient oui. Donc c'est pas énorme. Et sur les 20%, je sais très bien que confrontés au truc, ils vont forcément choisir l'option la moins chère. Et ça, c'était, il y a la blogueuse Colline, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pourquoi pas Colline? Ouais. Elle avait fait une marque de fringues et Ouais. au début, elle proposait deux options. Soit vous payez une fabrication polonaise, soit vous payez une fabrication française et le prix n'est pas le même. Et ils ont vite arrêté la fabrication française, hein. Donc honnêtement, je pense que les gens, pour la même chose, ils sont pas prêts à payer plus, malgré ce qu'ils en disent. Surtout que, enfin, je veux dire, entre la France et la Chine, oui, je pense qu'il y aurait une différence. Parce que les gens, enfin, c'est loin, les conditions de travail, on n'est pas sûr, mais quand c'est un pays proche de la France, ou quand même, enfin, je veux dire, c'est en Europe, hein, donc c'est pas le bout du monde, il y a moins de freins à l'achat, en tout cas. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, parfois, peu importe hein, où c'est fabriqué. Si c'est fabriqué en France, tant mieux. Si c'est fabriqué en Europe, c'est très bien aussi. Et en l'occurrence, c'est des experts hein, au Portugal, notamment de la chaussure. Donc, ça prouve aussi que les produits que tu fais fabriquer, que tu fabriques, c'est des produits de qualité, parce qu'ils viennent notamment du Portugal, avec des matières premières qui sont de très très bonne qualité et végétales. Donc ça, c'est top, hein, évidemment. Une autre question, sur le site internet de ta marque, donc Minuit sur Terre, on parle beaucoup de marque éthique. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition justement d'une marque éthique au-delà d'utiliser des produits véganes, par exemple? Pour moi, c'est vraiment une démarche globale. On ne peut pas être éthique que sur un volet, par exemple. On peut pas dire ah bah on choisit des matières véganes parce que ça fait pas de mal aux animaux, parce que pour nous les animaux importants, mais les humains qui qui travaillent dans les usines, on s'en fiche, mais l'écologie, on s'en fiche. Enfin, voilà, pour moi, c'est assez, enfin, tout est lié. Je dirais une marque éthique, c'est déjà une marque qui sait qu'elle n'est pas parfaite et qui fait des efforts pour s'améliorer, parce que malheureusement, il n'y a jamais de Ouais, perfection dans ce domaine-là et qu'il faut vraiment toujours faire au mieux et qui surtout combine les trois volets. Donc à la fois, bon, pour moi, la protection des animaux, c'est important, pour d'autres, ça l'est moins, mais en tout cas, je le rentre dans ma définition de marque éthique. Il y a ensuite le soin qu'on apporte aux personnes aussi. Donc choisir des ateliers où les conditions de travail sont bonnes, parce que le Portugal, c'est chouette, mais il y a aussi des très grosses usines et enfin, des fois, c'est un peu l'usine, comme on pourrait dire, c'est pas terrible. Donc faire attention aussi aux personnes qui travaillent. Et le troisième volet, c'est le volet environnemental. Donc là, ça prend en compte les matières premières, le recyclage aussi, parce que c'est hyper important d'assurer la fin de vie du produit, parce que certes, le fabriquer, c'est polluant, mais le laisser dans la nature après aussi. Donc si on a des solutions, c'est beaucoup mieux. Et ça prend aussi en compte du coup la qualité, parce que faire des produits hyper écolos mais qui durent 2 semaines, bon, j'exagère, hein, bah, finalement c'est pas écolo parce que ça finit vite à la poubelle. Donc il y a tous ces volets-là. Et je rajouterai aussi en quatrième point la transparence. Parce qu'il y a des marques qui font des choses parfois très bien, mais qui sont pas entièrement transparents et qui ressentent quand même encore le besoin d'enjoliver les choses. Je pense notamment à toutes ces marques qui utilisent des matières végétales et qui nous mettent 100% raisin, 100% pomme, alors que c'est faux. Enfin, moi, je sais que c'est faux, je les utilise aussi, les matières, mais les consommateurs, ils savent pas. Et c'est important aussi d'être transparent sur le fait que bah, tout n'est pas parfait. Dans la matière en raisin, on a quand même 30% de polyuréthane à base d'eau. Évidemment, je préférais que ce soit 100% raisin, mais c'est quand même mieux que d'avoir déjà 70% de raisin dedans. Donc voilà, pour moi, c'est aussi savoir communiquer sur ses faiblesses et expliquer. Parce que souvent, bon après, il ne faut pas dire ah voilà, on fait ça, si c'est un truc pas bien, et pas l'expliquer, sinon les gens ils vont penser qu'on est nul. Mais voilà, c'est important dans une démarche explicative, parce que les gens ils sont à la recherche de ce genre de choses maintenant. Ils sont de plus en plus pointilleux et exigeants. Et donc, il faut savoir leur expliquer nos choix. Et on m'a déjà dit une fois que j'avais réponse à tout. Mais j'avais envie de leur répondre, mais encore heureux que quand je prends une décision, je sais pourquoi je la prends. Sinon, c'est grave hein, pour une marque. Donc, voilà, je pense que le volet transparence, c'est très important et il est souvent oublié, malheureusement. C'est une demande réelle des consommateurs. Je sais que tu as une communauté qui est assez importante, hein, notamment sur Instagram. Tu as quoi, plus de 60 000 personnes qui te suivent, enfin, qui suivent la marque en tout cas, et les aventures de ton chien. Et les aventures, surtout Canel, parce que Surtout le chien, je Canel. sais pas si ça saoule, mais C'est peut-être pour Canel qu'ils sont là, mais non, du coup, ouais, c'est une vraie demande des consommateurs. On voit sur ton site la transparence sur la structure des prix, les coûts.
ouais, tous les différents coûts qui font partie du prix hein, de vente. On parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup des matières. Ça, c'est une vraie demande ouais, des consommateurs aujourd'hui. Oui, je pense, parce qu'ils sont de plus en plus avertis et conscients de plein de choses. Et même, ça les rassure de savoir aussi tout ça. Il n'y a pas beaucoup de marques, honnêtement, qui font le détail des prix comme on fait. Euh, J'en connais quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Les marques communiquent en général plus sur la fabrication, donc montrent des vidéos des usines et ce genre de choses, ça se fait beaucoup. Mais les gens, ils adorent voir les coulisses, ils adorent quand nous, on leur montre comment c'est fait au Portugal, ils adorent quand on leur montre, c'est tout bête, hein, mais l'entrepôt, comment il fait les colis, ou alors moi, comment je fais les dessins, etc. Et ils se sentent aussi plus connectés avec la marque parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'une grande famille vu qu'on leur partage un peu notre quotidien. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, bon, bah, top. Du coup, alors, tu disais que tu avais commencé avec des modèles féminins. Aujourd'hui, on se parle pourquoi? Parce que notamment, j'ai trouvé des modèles masculins, des très beaux modèles de chaussures, de sneakers, je ne sais pas comment on peut dire, mais des très belles chaussures qui m'ont voilà, donné envie d'aller un petit peu plus loin. C'est quoi aujourd'hui la vision de ta vision et celle de la marque sur justement la mode masculine? Alors déjà, on va continuer à la développer parce que là, c'est un peu... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé les premiers modèles hommes en 2018 et on avait des baskets, on avait des chaussures style derby un peu plus chic. L'année d'après, on a lancé de la maroquinerie, donc des portefeuilles, des ceintures et des bottines. Donc on avait des Chelsea Boots, des bottines à lacets. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein refonte de toutes nos matières. Donc, on a écoulé les stocks et on n'a pas encore reçu les nouveaux. Donc, il n'y a plus grand-chose sur le site pour les hommes, malheureusement. Donc là, on commence à recevoir les premières baskets. On aura des derbies, j'espère, au mois de mars. Les bottines pour après. Et tout ce qui est petite maroquinerie, c'est censé revenir, d'ici le début de l'année 2021. Mais c'est vrai qu'on a une communauté qui est très féminine. Et on s'est rendu compte qu'en fait que toute notre image de marque était assez féminine. Alors on a essayé de travailler dessus parce qu'avant on avait du rose hein, sur le site, donc on s'est dit quand même c'était un peu clivant, donc on est passé au bleu, donc c'est un peu plus soft. Mais c'est vrai que le but c'est de réussir à proposer des intemporels parce que contrairement aux femmes qui sont parfois plus dans l'impulsion pour l'achat d'un produit, j'ai l'impression que les hommes sont beaucoup plus réfléchis. Ils vont acheter quelque chose s'ils en ont besoin. Il faut que ça remplisse tous les critères parce que s'il y a un truc qui manque, ils vont aller voir ailleurs. Enfin, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué sur les clients. Et ils sont aussi très exigeants sur la qualité. Donc, on a besoin de tester longtemps les modèles pour hommes aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est compliqué parce qu'on n'est que des filles dans l'équipe, donc il faut bien qu'on trouve d'autres personnes pour tester. Voilà, donc on a l'ambition de développer cette gamme homme et surtout ce qu'on va faire beaucoup à partir du printemps, c'est des modèles mixtes. On en a déjà, là on a le modèle Orient qui est mixte et on s'est rendu compte qu'en fait c'était hyper bien d'avoir le même modèle qui va du 35 au 46 parce que tout le monde y trouve son compte. Pour nous c'est limite pas plus facile, mais disons qu'un produit peut être utilisé pour deux choses. Et on va aussi pas mal se focaliser sur les baskets parce que on l'a remarqué, hein, ça fait 2 ans que c'est ça monte en force. J'ai l'impression que tout le monde est en basket dans la rue, surtout après le confinement. Ça n'a pas arrangé les choses, je pense. On est en Donc, chaussons plutôt en ce moment. Mais... oui, c'est vrai, moi je suis en bottine fourrée, donc c'est un peu des chaussons aussi. Donc voilà, donc en tout cas, on va essayer de développer plus de modèles mixtes avec plus de couleurs et plus de choix très rapidement. Ok, c'est top. Bah, écoute, si tu as besoin de testeurs masculins, voilà, hein, Écoute, je tu peux n'hésiterai faire pas. appel à moi si tu veux. Des propositions, tu me diras combien tu choses et on Avec, verra. avec grand plaisir pour tester les prochains modèles et voir jusqu'où on peut les emmener. Avec grand plaisir. Du coup, tu parlais de l'équipe. Tu n'es pas toute seule aujourd'hui. Tu n'es plus toute seule. Comment se compose l'équipe de Minuit sur Terre? Alors, on est entre 5 et 6, ça dépend si on compte Cannelle. Euh, bon, en vrai, en tant que mascotte, elle a une part à part entière. Donc, non, en vrai, on est 5. Du coup, il y a moi qui m'occupe de toute la partie produit, donc les dessins, sourcing des matières, les fiches techniques, le suivi des prototypages, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps. Du coup, je fais aussi du management parce que bah, j'ai pas trop le choix maintenant qu'il y a des gens qui travaillent avec moi. On a une autre personne qui est en charge de tout ce qui est site internet. Donc ça va être aussi bien du marketing digital que la rédaction d'articles de blog, la création de fiches produits sur le site. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui est lié au site internet, c'est souvent elle.
On a une personne qui est en charge à la fois du service client et de la démarche RSE. Donc, c'est un poste un peu bizarre, mais enfin, voilà, on est forcément multitâche dans une petite Ouais, entreprise. bien sûr. Et on a une personne en alternance pour tout ce qui est communication, donc surtout sur les réseaux sociaux, qui est plus jeune que nous, on se sent un peu vieille, hein, et qui va du coup nous mettre sur TikTok et ce genre de choses. On ne l'aurait peut-être pas fait nous, parce que je veux dire, c'est pas trop notre génération. Je sais pas, j'ai 28 ans, donc je suis pas si vieille, mais c'est vrai que c'est encore plus jeune, j'ai l'impression. Et là, on a une nouvelle personne en stage qui va découvrir un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise, quoi. Voilà. Ok, Et bon, bah, il y a mon compagnon, accessoirement, qui fait les photos. Mais techniquement, il ne travaille pas pour Menu-sur-Terre parce qu'il a un vrai travail à côté. Donc, je ne sais pas s'il faut le compter ou pas. c'est un hobby pour lui, quelque part. C'est un Oui, plaisir. c'est ça. C'est un hobby qui lui prend de plus en plus de temps parce qu'on a de plus en plus de produits. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça sera son métier, on verra. Bon, bah, écoute, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, là, les prochains mois? Alors, les prochaines semaines, c'est bientôt Noël, donc j'espère que ça va continuer à commander comme ça, comme ça le fait maintenant. Et là, le gros projet qu'on a pour le début d'année 2021, c'est à la fois de recycler toutes les chaussures parce qu'on peut commencer à les collecter maintenant. Il faut qu'on récolte 200 kilos de chaussures, alors on n'y est pas encore, pour pouvoir les recycler et en fabriquer de nouvelles semelles. Peu Donc, importe la marque, peu importe. alors, peu importe la marque, du moment qu'elles sont sans cuir, parce que comme elles sont réutilisées dans les produits après, on ne peut pas avoir du cuir. Et il faut que ce soit fabriqué en Europe, parce que sinon, ça ne respecte pas la réglementation REACH et on ne peut pas utiliser des produits qui sont potentiellement toxiques. D'accord. Voilà, donc fabriqué en Europe et sans cuir, et on recycle ça en semelles. On donne un bon d'achat de 10 € sur le site pour toute paire qui nous est renvoyée. Donc, il y a des gens, ils nous ont vidé leur placard, donc c'est bien, nous, ça nous fait du poids. Et alors ça va prendre plus ou moins de temps en fonction du délai qu'on met pour récupérer les chaussures. Et sinon, normalement, dès le mois de février-mars, on devrait réussir à intégrer du raisin et de la pomme dans les semelles. Parce que pour le moment, alors j'ai pas de chaussures à côté de moi, c'est dommage. La matière en raisin, c'est celle qui fait l'extérieur de la chaussure en fait. Et donc dans la semelle, pour le moment, c'est du caoutchouc recyclé, mais on va pouvoir réussir à intégrer jusqu'à 30% de marc de raisin à l'intérieur, histoire d'avoir des chaussures 100% raisin. Voilà. Ok, bah, écoute, génial. On va évidemment vous suivre de près pour savoir un petit peu comment ça tourne et surtout voir les nouveautés l'année prochaine. Moi, j'ai hâte de voir les modèles masculins qui devraient arriver début d'année, c'est ça, tu disais? Ouais, j'espère. On a lancé enfin, on a validé les prototypes là, donc j'espère que ça ne devrait pas trop traîner. Ok, bon, bah écoute, super. J'invite tous les internautes évidemment à aller faire un tour sur le site, minuitsurterre.com, Top. voilà. Et puis sur les réseaux sociaux pour aller voir la mascotte notamment. Et puis mettre un peu Pour d'hommes aussi sur les réseaux sociaux, que quand on pose des questions sur les modèles hommes, ce ne soit pas que des femmes qui répondent. Histoire qu'on ait des vraies réponses. Voilà. Bon, bah top. Écoute, un grand merci pour nous avoir fait découvrir ta marque, ton univers et toutes ces belles valeurs. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis voilà, on se tient au courant. Parfait, merci beaucoup. Merci Marie, à très bientôt. Merci, au revoir. Salut. Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming